Monsieur Perrault, bonjour. Vous êtes membre de la direction scientifique de l'INRAE. Pourriez-vous vous présenter un peu plus complètement? Oui, ben déjà bonjour à tous et puis désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui, mais j'avais d'autres engagements, donc je ne serai que par visio malheureusement. Alors oui, donc j'ai consacré ma carrière de chercheur à l'élevage, plutôt en élevage laitier, mais depuis 12 ans, je travaille à la direction scientifique à l'INRA et je suis en charge on va dire, des recherches autour de l'élevage pour l'ensemble des filières. Merci. Euh, Nous mesurons aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture par une mesure linéaire qui s'appelle la CV. Euh, mais n'y a-t-il pas une vision circulaire pour mesurer les émissions de la production agricole qui serait plus pertinente? Ah, la question en soi est déjà pertinente. Alors justement, c'est un petit peu mon credo actuellement de montrer qu'il faut quitter cette vision linéaire de l'agriculture et c'est l'objet finalement un peu de l'exposé. En fait, il ne faut pas nier que l'élevage a des impacts très négatifs et ils sont justement très bien mis en avant par la CV. Cette approche linéaire de l'agriculture, pour les cultures, c'est des engrais minéraux, des pesticides, et puis pour l'élevage, on va dire des cultures spécialisées. Et cette approche qui a conduit à l'intensification de tous les systèmes agricoles a des bénéfices. Vous voyez par exemple ici l'indice de consommation les protéines nécessaires pour faire 1 kilo de porc, elles ont quand même considérablement diminué avec le temps et les rendements en blé se sont considérablement accrus. Donc ça a des points positifs, mais progressivement sont apparus des points négatifs. Déjà, les rendements en blé stagnent depuis une petite vingtaine d'années. Et puis, dans le secteur agricole, on voit les émissions de gaz à effet de serre qui aujourd'hui deviennent un enjeu majeur, notamment pour les ruminants, mais les porcs aussi. Pollution par les nitrates, on voit bien sur la carte là que les zones rouges, bah, c'est tout l'ouest nord-ouest de l'Europe, la plaine du Pô en Italie, donc toutes les zones où il y a de l'élevage intensif de fait. Il y a une perte de biodiversité. Bon, ici, j'ai repris des données. Et puis, ce système ouvert, complètement ouvert, ben, est très sensible au prix des intrants. Et aujourd'hui, on le vit, par exemple, avec le prix excessif des engrais minéraux azotés. Alors, la question qui peut se poser, c'est de ce fait-là, est-ce qu'il faut supprimer l'élevage ou le réduire fortement? Et c'est ce qu'a tendance à dire l'analyse de cycle de vie avec cette approche linéaire. Bon, vous voyez là, par exemple, ici, une illustration qui est prise sur Internet. L'élevage, c'est 14,5% des gestes émis de l'agriculture, enfin, de l'activité anthropique des hommes. Ça utilise énormément de surface, 70% de la SAU, 60% des céréales. Ça contribue à la perte de déforestation et la perte de biodiversité. Donc, quand on lit les choses comme ça, il n'y a pas d'autre solution que d'arrêter de consommer de la viande pour réduire les impacts de notre système agricole. Sauf que l'élevage, il est lié au sol et il est lié aux cultures. Et en fait, l'agriculture est fondamentalement circulaire. On passe des cultures à l'élevage, aux effluents d'élevage qui vont au sol, qui resservent aux cultures. Donc, notre approche linéaire oublie que le sol est la base de l'agriculture et que c'est l'élevage qui reconnaît culture-sol. Et d'ailleurs, si on regarde le dernier graphique, on voit bien que pour minimiser la surface nécessaire pour alimenter une population humaine, il faut qu'il y ait au moins une vingtaine de pourcents de protéines animales dans notre régime, parce que dans un régime où il n'y aurait plus de protéines animales, bah, par exemple, on ne recyclerait pas tous les coproduits, toute l'herbe pour nourrir les animaux. Alors après, l'idée, évidemment, c'est que par la recherche, il faut aller plus vers le point vert que le point rouge. Donc, il faut revoir cette approche linéaire et c'est ce que j'ai essayé de développer au niveau européen avec la plateforme Animal Task Force et la plateforme Plant for the Future, dans cette vision circulaire de l'élevage entre le triptyque, les systèmes de culture prairie, l'élevage et le sol pour faire de l'aliment. Et c'est par cette voie-là, et je pense qu'il n'y a que cette voie-là, qui nous permettra de répondre aux enjeux très forts du Green Deal et du Farm to Fork stratégique que j'ai résumé ici, moins 55% de gestes, moins 50% d'antibiotiques, moins 50% de pesticides. Et pour tout ça, l'élevage doit être vu comme une des clés
et non pas comme un unique problème. Merci. Les produits animaux, de plus, ont toujours eu une importance fondamentale au niveau nutritionnel. Euh, Pourrait-on substituer tout ou partie des produits animaux du point de vue nutritionnel? Y a-t-il des sources de protéines candidates pour remplacer les protéines animales? Alors, plusieurs choses. Oui, effectivement, on peut remplacer une partie des protéines animales dans notre régime, mais on peut vivre avec moins de protéines animales que ce que l'on consomme globalement actuellement. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce qu'il faut viser, c'est une production de protéines animales qui soit la plus vertueuse possible et qui, donc, toujours dans cette vision de circularité de l'agriculture, nous amène à créer de la protéine et non pas à la consommer. On présente trop l'élevage comme il faut produire des protéines végétales pour nourrir des animaux, pour nourrir l'homme, donc passons directement du végétal à l'homme. C'est plus compliqué que ça. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que la moitié, à pratiquement 100% des protéines des aliments des animaux ne sont pas consommables par l'homme. Donc, l'animal, il est par nature recycleur. Il remet dans la chaîne alimentaire des protéines qu'on ne pourrait pas consommer. Donc là, il y a un travail que l'on a fait dans le cadre du GIS Avenir Élevage, où on a synthétisé ici les résultats. Vous voyez quelle quantité de protéines animales sont produites par kilo de protéines végétales que l'animal mange, mais protéines végétales que l'on aurait pu consommer. Quelques protéines de blé, par exemple. Et on voit ici que le graphique, il est d'ailleurs pas très loin de la neutralité en moyenne, mais que certaines filières, notamment les bovins lait, certains bovins viande, certains élevages de porc, produisent plus de protéines dans leur viande qu'ils ne consomment de protéines végétales qui auraient pu être consommées directement par l'homme. Donc c'est un peu simple de dire remplaçons les protéines des animaux par des protéines de soja sous forme de tofu ou autre, etc. Et de ce point de vue-là, vous voyez qu'il y a des élevages qui sont très vertueux. Alors, si on regarde ce qui se passe en élevage porcin, on dit toujours l'efficience des animaux est faible. Effectivement, quand on regarde dans les bleus clairs, bah, en gros, quand un animal mange 1 kilo de protéines, il y en a 400 grammes qu'on retrouve dans l'animal. Mais c'est les protéines totales. Si on regarde bien cette fraction de protéines végétales qui aurait pu être consommée directement par l'homme, c'est les courbes foncées, les graphes foncés. Vous voyez bien qu'on est bien au-dessus, et notamment dans les systèmes fafeurs où l'agriculteur produit ses produits, les recycle en interne dans son exploitation. Vous voyez, on arrive à produire pratiquement 1,5 kg de protéines de porc par kilo de protéines végétales consommées par le porc, mais que nous, on aurait pu consommer directement dans notre assiette. Donc, vous voyez, cet aspect-là, il est très, très important et trop passé sous silence. Deuxième point, demain, on peut imaginer dans une approche très circulaire de l'agriculture, nourrir les animaux avec d'autres produits. Ici, c'est une synthèse un petit peu montrant comment pourrait se faire l'alimentation des animaux. Vous voyez, en rouge, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a des cultures dédiées pour nourrir les animaux. Par exemple, si on fait un champ d'ensilage de maïs, c'est pour nourrir des vaches. Même si nous, on ne mange pas de maïs, on utilise de la surface peut-être intempestivement pour nourrir des vaches. Et puis, on utilise beaucoup des produits technologiques, des traitements de céréales, des coproduits, des ingrédients. Mais demain, on peut utiliser d'autres sources d'aliments. D'ailleurs, si dans une parcelle, on fait une culture intermédiaire, eh ben, peut-être que cette culture intermédiaire pourrait être valorisée par des animaux plutôt que d'être retournée et revenir directement au sol. On peut avoir des cultures associées, des mélanges blé-pois, par exemple. Demain, on pourra peut-être avoir de la production d'algues pour nourrir les animaux, ou des productions d'insectes ou de champignons. Et donc, cette circularité nous amènerait à mieux utiliser la biomasse et à rendre moins l'animal en compétition avec l'homme. Le premier effet, c'est l'utilisation des légumineuses. On sait bien, le porc est un animal fantastique pour utiliser du poids. Il n'en utilise pas beaucoup, juste parce qu'on n'en produit pas, mais on pourra en utiliser des quantités très conséquentes dans l'alimentation des animaux, moyennant quelques petites précautions, notamment d'éliminer les facteurs antinutritionnels, mais on sait le faire. Et puis demain, peut-être qu'on peut aussi nourrir, y compris des porcs, avec un peu de fourrage, avec des protéines isolées d'herbes, de luzerne par exemple, et puis avec un tourteau qui reviendrait aux ruminants. Donc toujours cette idée de circularité.
Et puis, bah oui, les protéines alternatives, c'est peut-être aussi une partie de la solution pour certains élevages, les farines d'insectes, des protéines animales transformées pour nourrir des volailles à partir de porcs. Et puis, bon, ce qui pose plus de problèmes chez nous, mais qui est utilisé dans certaines parties du monde, c'est de recycler des restes alimentaires. C'est une ressource en quantité qui est très, très importante. Bon, on va dire il y a des risques sanitaires, tout ça, mais bon, ça pourrait se gérer. Et voilà, un autre exemple de circularité. Et puis, toujours dans cette idée de circularité, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a eu des gains très forts d'efficience de la production. Donc, je remets le petit graphique là sur les quantités de protéines nécessaires pour alimenter les porcs. Ouais, aujourd'hui, à même production totale nationale, on utilise 480 000 hectares de moins qu'il y a dans les années 70. Donc, bon, ça, c'est l'approche, on va dire, linéaire, gain d'efficience. Mais demain, on peut faire mieux. On peut sûrement, au-delà de ces gains-là, qui ont été déjà majeurs, faire des gains sur, peut-être via l'alimentation individualisée. Bon, les premiers résultats montrent qu'on peut gagner 10 à 20% encore par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et puis, surtout, c'est de gagner sur la mortalité en élevage. Quand un animal naît et meurt, ben, il n'est pas commercialisé, il a mangé un peu, il a coûté, donc on perd en efficience globale. La contrainte, c'est que peut-être via une augmentation, une amélioration du bien-être animal, on va aussi en même temps aller vers des systèmes qui vont peut-être pénaliser un peu l'indice de consommation. Donc voilà, faudra trouver des bons compromis dans ce secteur. Puis dernier point sur la circularité, c'est l'animal on peut produire des animaux avec des biomasses différentes d'aujourd'hui, c'est ce que je vous ai montré, mais en même temps, ça aura des vertus. Je reviens sur l'exemple du porc qui consomme du poids. Vous voyez, la production de poids en France a considérablement diminué après la réforme de la PAC 92 qui a arrêté les aides aux protéagineux. Le poids a disparu pratiquement des rotations. Ben, en même temps, il a disparu des aliments pour animaux, et en particulier, vous voyez en bleu, dans l'alimentation des porcs, hein, qui en utilisaient plus d'1 500 000 tonnes dans les années 95. Les porcs d'aujourd'hui pourraient tout autant en utiliser. Donc, si on redéveloppe des cultures comme ça qui diversifient les rotations, on aura des avantages, plus de protéines locales, moins d'importation de soja, moins d'engrais minéraux, puisque ça sera des légumineuses, donc aussi moins d'émissions de protoxyde d'azote, plus de résilience probablement face au changement climatique, et puis plus de biodiversité, puisqu'il y aura plus d'espèces cultivées. Et puis surtout, cette diversification des rotations conduit à réduire l'utilisation des pesticides. Et peut-être qu'un des résultats majeurs du plan Ecophyto jusqu'à présent, c'est d'avoir démontré que dans les systèmes de polyculture élevage, il y a moins d'utilisation de pesticides que dans les systèmes de culture spécialisée. Non seulement il y en a moins, mais en plus, ils diminuent plus vite. Et puis, si on fait 2 cultures en même temps sur une même surface, on utilisera globalement moins de surface. Donc, vous voyez, beaucoup de situations qui sont gagnantes-gagnantes dans cette approche beaucoup plus circulaire de l'agriculture, où l'élevage a un rôle majeur à jouer, parce que l'agriculture ne peut pas être circulaire s'il n'y a pas l'élevage pour recycler l'ensemble des aliments. Cette circularité concerne aussi la fertilisation. Et il faut repenser complètement l'usage des effluents. On prend trop les effluents comme une perte, alors que c'est un engrais. Globalement, à l'échelle de l'Europe, d'ailleurs, il y a à peu près autant d'azote dans les effluents d'élevage que dans les engrais minéraux. Mais les effluents d'élevage émettent beaucoup moins de protoxyde d'azote que les effluents minéraux. C'est quasiment un rapport de 1 à 10. Donc, on a tout intérêt pour réduire les gaz à effet de serre de l'agriculture de bien utiliser les effluents animaux. Et par contre, les effluents animaux, ils ont des pertes d'ammoniac, de méthane, donc il faut travailler pour réduire ces pertes. À l'échelle française, vous voyez que en gros, on apporte par hectare de SAU en France 78 kg d'azote minéral et 68 d'effluents, bon, toute agriculture française confondue, mais bien sûr que les pertes d'ammoniac sont plus importantes avec les effluents. Alors derrière ça, pour limiter les pertes des effluents, il faut travailler sur limiter les pertes entre ce qu'émet l'animal et ce qui va revenir au champ. On a des technologies qui se développent, hein, séparation de phase en bâtiment, injection dans le sol, enfin voilà, épandage de précision. Et puis, il y a aussi tout un champ qu'il faut vraiment investiguer, à mon avis, on ne le fait pas assez en France,
qui sont de développer de nouvelles chaînes de valeur à partir des effluents. Alors, bien sûr, on connaît la méthanisation, mais peut-être qu'avant de méthaniser un effluent, on pourrait extraire de l'azote et du phosphore pour en faire des engrais. Alors, bon, ça se fait un petit peu, mais pas à trop grande échelle, et puis méthaniser le reste. Et puis, on arrive jusqu'à de l'eau particulièrement pure. On peut aussi produire des insectes à partir des effluents. Techniquement, ça peut se faire. Dans quelles conditions économiques, reste à voir. Et puis, je vous ai mis une petite photo. Vous voyez peut-être mal, mais c'est une start-up aux Pays-Bas où, à partir de fibres extraites des déjections, ils arrivent à refaire du tissu pour faire des robes. Bon, ça va être un petit peu pour l'anecdote. Mais vous voyez qu'on peut, ça veut dire qu'on peut aussi, à travers les effluents, c'est une matière première riche qu'il faut valoriser et pas simplement se contenter de le traiter par traitement aérobie pour envoyer l'azote dans l'atmosphère et s'en débarrasser, quoi. Ce qui était vraiment la vision linéaire des choses qu'il faut revoir parce qu'elle conduit à du gaspillage. Et puis, finalement, sur cette circularité en agriculture, voyez ce que ça donne dans le cas des Pays-Bas. Alors, c'est une simulation qui a été faite avant les événements discutés en ce moment de réduction de l'élevage dans les Pays-Bas. Mais voyez que les émissions de GES sont prévues de diminuer entre 2017 et 2050 en optimisant toutes les techniques actuelles, mais sans aller vers un recyclage maximal des biomasses. Si on va vers un recyclage maximal des biomasses dans ce pays, vous voyez, les simulations conduisent à quasiment pratiquement plus d'émissions de GES par le secteur agricole hollandais. Les seules émissions qui restent, c'est un petit peu lié au feed. Et le feed, en fait, c'est le méthane du rumen qui sera, à un certain moment, il sera complètement incompressible. Et donc, ça veut dire que pour cette circularité, et donc cette circularité, c'est aussi une solution pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans une vision globale, l'animal, les effluents, l'utilisation par le sol et l'alimentation des animaux. Avec à chaque fois, on joue sur un gaz à effet de serre ou sur un autre. La circularité, elle joue aussi sur la fertilité des sols, grâce aux effluents et grâce à la prairie. Alors, prairie, ça sera plus les ruminants, évidemment, mais vous voyez ici, par exemple, que c'est des données qui sont bien connues, mais des fois, il faut refaire des expériences pour redémontrer des évidences, parce que ça s'oublie avec le temps. On voit bien que quand on met sur un sol en rotation céréalière des effluents d'élevage, ici sous forme d'effluents solides, de fumier, une fois tous les 2 ans, on a une augmentation de la teneur en carbone des sols, en matière organique des sols, par rapport à des rotations qui n'en voient pas. Quand on met de la prairie, on a un couvert permanent, alors ça peut se faire aussi avec des cultures intermédiaires, on réduit considérablement l'érosion des sols et on a une vie biologique dans les sols qui est beaucoup plus intense. Vous voyez en petit graphique du bas que plus on va vers des prairies permanentes de longue durée, plus des enzymes particulières, les protéases des microbes du sol sont actives. Donc, plus on a un sol, ce qu'on appelle un sol vivant en fait. Par contre, évidemment, ce qu'il faut gérer, c'est que tout n'est jamais blanc et noir, mais en même temps, trop d'effluents d'élevage et en particulier trop de lisiers dans certains territoires conduisent à des accumulations de phosphore qui peuvent être préjudiciables. Donc voilà, il faut rechercher les équilibres. Alors, la première question était effectivement sur la CV, finalement, approche linéaire. Alors, derrière, il y a évidemment l'enjeu environnemental qui arrive, enfin, qui est là, mais qui va vouloir être affiché aussi sur les produits. Alors, l'ACV, c'est une méthode qui est normée, qui est reconnue, donc il faut l'utiliser, on ne peut pas faire autrement. Par contre, et c'était l'objet finalement de notre discussion ce matin, c'est de montrer qu'elle ne correspond pas à la multifonctionnalité de l'élevage, notamment bovin, mais pas que. Je vous ai bien montré que le porc avait beaucoup d'atouts dans cette approche de circularité. Elle ne considère pas les aspects critiques de la durabilité, fertilité des sols, biodiversité par exemple. Elle ne considère pas le stockage de carbone. Elle ne considère pas l'aptitude de l'élevage à recycler des biomasses et à valoriser des surfaces non cultivables. Elle ne considère pas que l'animal ne produit pas que de la viande.
même dans un cochon où tout est bon, il y a quand même des coproduits qui sont valorisés par d'autres industries. C'est aussi vrai en filière volaille, c'est aussi vrai en filière bovine. Donc ça veut dire que dans notre ACV, qui considère aujourd'hui uniquement l'agrosystème pour faire de l'aliment, il faut aussi considérer qu'il contribue au sol, à la biodiversité, au stockage de carbone et à alimenter toute une industrie sur les coproduits animaux. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Que pour chaque performance, l'élevage a des effets négatifs, hein, c'est sûr, les ACV l'ont bien montré, mais aussi des effets positifs. Tout dépend du système. Et que finalement, le problème, ce n'est pas l'élevage, ce n'est pas l'animal, c'est comment il est conduit. Et il faut, enfin, bon, voilà, il y a des anti-élevages qui disent le problème est l'animal, mais c'est faux. Le problème, c'est comment conduire l'animal de façon pertinente, efficace, intelligente. La circularité dans les systèmes alimentaires, c'est vraiment la seule option pour une production alimentaire durable, conforme, qui soit réponde à la fois aux enjeux de la stratégie européenne du Green Deal et du Farm to Fork et de la biodiversité. La difficulté, c'est que si on veut optimiser l'ensemble du système agricole, c'est que chaque point de ce système ne sera pas forcément optimal et ça pose des questions de modèle économique. Si demain, par exemple, on dit on veut nourrir des porcs avec un peu plus de jus de luzerne, bah, probablement on va avoir un GMQ un peu plus faible. Comment l'éleveur se rémunère dans cette situation? Donc ça pose quand même des problèmes majeurs, mais il faut y réfléchir. L'élevage, il est indispensable pour une utilisation régénératrice des ressources. Sinon, on restera dans si on n'a qu'une agriculture, on va dire, agronomique, végétale, on sera dans une approche essentiellement linéaire. Mais il doit évoluer en profondeur pour remplir son rôle et retrouver toute sa légitimité. Donc, ce qui pose des problèmes de peut-être un peu moins d'élevage que ce qu'il y a aujourd'hui. Où est-ce qu'il est fait? Comment il se fait? Quelles pratiques? Comment les filières sont organisées? Il y aura vraiment besoin de diversité demain. Donc, un focus très important doit être fait sur la génétique des animaux, sur la diversité des troupeaux, des cultures, des systèmes. C'est par la diversité qu'on s'adaptera aux enjeux et en particulier, on voit bien avec cette année les crises climatiques et la chaleur, le besoin de résilience de nos systèmes. C'est avec cette diversité de systèmes qu'on s'adaptera à l'échelle des territoires. Et on a un besoin de recherche important entre culture, élevage, méthode d'évaluation, et puis, bah oui, il y a l'économie, donc la société, donc les sciences sociales sont importantes. Donc vraiment, je plaide vraiment pour cette recherche qui intègre tous les maillons des filières. Et puis la crise actuelle, bah, si on est optimiste, il faut vraiment la considérer comme une opportunité pour repenser les filières et agir au sein des régions, parce que quand on est dans une région, on n'est pas en Bretagne, on n'est pas en Normandie et on n'est pas dans le Languedoc. Donc les questions sont différentes, les enjeux sont différents. On espère qu'il y aura de l'élevage dans toutes ces régions. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les régions où l'élevage a disparu, ça pose des problèmes, notamment de fertilité des sols. Merci beaucoup. Moi, je retiens des idées très, très importantes et très, j'allais dire nouvelles, en tous les cas, dont on ne parle pas beaucoup, hein, c'est que l'élevage est au cœur de la circularité de l'agriculture et que, à la fois parce qu'il concentre et il améliore la qualité des protéines pour nourrir l'homme, ensuite il produit des engrais pour enrichir les sols. Et puis, on peut imaginer d'autres sources de protéines que la culture simplement, hein, ça c'est très intéressant, pour améliorer la circularité. Hein, vous avez parlé des insectes, vous avez parlé des coproduits. Et puis, ce que je retiens aussi, c'est que tous ces systèmes, bon, il y a beaucoup de recherche qui est en cours, mais on a déjà pas mal de lieux d'amélioration. Euh, mais il faudra des aides économiques pour pouvoir inciter finalement à rentrer dans les processus vertueux, parce qu'évidemment, sans des paramètres économiques adaptés, eh on aura du mal à l'encourager, même si avec la flambée des engrais, c'est un paramètre économique qui va nous encourager à trouver des innovations. Jean-Louis, je vous remercie beaucoup pour cette intervention qui nous fait prendre un peu de recul sur la position de l'élevage au cœur de l'agriculture. Merci.
Merci à vous de m'avoir invité.